6 ans ont passé depuis son investiture en 2017. Si Macron, c'est ça... Aussi, tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises. Quoi qu'il en coûte. Ce que je veux faire, c'est supprimer les cotisations maladie et les cotisations chômage que paye le salarié. C'est aussi ça. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, le fondement de l'article 49, alinéa 3, si, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, on est là, on continue. C'est une action politique, c'est de la résistance, c'est tout. Oui, bien sûr, je suis favorable, monsieur. C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. Mais avant cela, de l'état d'urgence, pardonnez-moi. Un lapsus qu'il aimerait ne jamais avoir fait, quand on sait que le concept d'état de droit s'oppose à la notion de pouvoir arbitraire. La démocratie, donc, semble bien mise à mal. Mais sommes-nous en passe de devenir un État totalitaire ? Premièrement, le totalitarisme résonne à l'unisson avec répression. Et si le droit de manifester est inscrit dans le droit français depuis 1935, nul ne peut nier que depuis plusieurs années, ce droit est de plus en plus bafoué. En 2019, pendant la période des Gilets jaunes, des experts de l'Organisation des Nations Unies alertaient déjà sur de graves restrictions de liberté aux droits des manifestants. Ils dénonçaient l'usage disproportionné d'armes non létales, comme des LBD ou des grenades. Rappelons que pendant ce mouvement sans précédent, pas moins de 2500 blessés, dont une trentaine de personnes éborgnées, ont été recensés. D'autres associations ont également alerté récemment sur un droit de manifester bafoué en France, comme Amnesty International ou encore la Ligue des droits de l'homme. Une dernière interpellation à laquelle le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a réagi en menaçant à demi-mot l'association de lui couper ses subventions. Alors vous parlez de la Ligue des droits de l'homme, je ne connais pas les subventions données par l'État, mais effectivement je pense que ça mérite d'être regardé dans le cadre des actions qu'ils ont pu mener, mais je rappelle que beaucoup de collectivités locales aussi les financent. Et les polémiques ne cessent de s'intensifier. En mars dernier, lors des manifestations contre la méga-bassine de Sainte-Soline, des gendarmes motorisés ont effectué des tirs de LBD en mouvement, ce qui est normalement proscrit. Après enquête, l'IGGN n'a retenu aucune faute, invoquant la légitime défense. Dans un climat social tendu, donc, le choix de la répression semble être de mise pour le gouvernement en place. Néanmoins, il est important de rappeler que ces violences policières répétées sont en corrélation avec des violences des manifestants de plus en plus importantes, elles aussi. En octobre 2022, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, est mis en examen pour prise illégale d'intérêt dans une affaire qui a commencé en 2019. En cause, ses liens familiaux cachés avec les principaux actionnaires du groupe de transport MSC, un des premiers clients des chantiers de Saint-Nazaire. À plusieurs reprises, il s'est retrouvé en position de mettre les moyens de l'État à disposition du croisiériste avant d'y aller y pantoufler. Jusque-là, une affaire judiciaire somme toute classique. Mais en 2020, Mediapart révèle qu'Emmanuel Macron a écrit au PNF à l'été 2019 pour disculper Alexis Kohler au lendemain d'un rapport de police l'accablant. À la suite de cette lettre, un second rapport d'enquête avait été écrit, aboutissant à des conclusions inverses. Un mois plus tard, l'enquête avait été classée sans suite. Dans le cas présent, Emmanuel Macron est passé outre la séparation des pouvoirs. Pourtant, inscrite dans la Constitution, celle-ci permet justement d'éviter la concentration des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires entre les mains d'une seule personne. Un régime donc qui repose sur un parti unique, n'admettant aucune opposition organisée. Sur ce premier point, on ne peut pas dire que la France flirte avec le totalitarisme, puisque tous les courants politiques sont représentés dans le champ démocratique. En revanche, le rapport à l'opposition sous l'ère Macron est un sujet bien plus controversé, jouant sans cesse la fracture des oppositions. Dès la campagne de 2017, Emmanuel Macron a cherché à siphonner l'électorat modéré de droite comme de gauche.
faisant ainsi disparaître les partis traditionnels, le PS et LR. En conséquence, l'opposition se retrouve incarnée par des partis parfois considérés comme extrémistes, permettant à Emmanuel Macron de se placer dans la posture du garant de la République et des institutions face au chaos. De surcroît, l'utilisation du 49.3 pour la 12e fois en 6 ans sur des sujets sociaux parfois majeurs ne va pas dans le sens du partage des pouvoirs. Mais si Elisabeth Borne l'a utilisé 11 fois depuis sa prise de fonction, il est important de notifier que ce dispositif a été utilisé à de nombreuses reprises sous la Ve République. En témoigne le recordman Michel Rocard et ses 28 utilisations en 3 ans. Ce qui soulève un nouveau problème, celui de notre constitution. Pour dire les choses simplement, il n'y a aucune démocratie dans le monde dans laquelle le président a autant de pouvoir qu'en France. Il a, par exemple, la possibilité, s'il estime que la France subit une menace immédiate, de s'arroger la totalité des pouvoirs législatifs et exécutifs via l'article 16. Ça peut paraître anodin, mais ça montre que notre constitution prévoit qu'un homme seul est plus puissant que la totalité des parlementaires. Le second point, et nous l'évoquions précédemment, c'est bien sûr le 49.3. Encore une fois, ce dispositif n'a aucun équivalent dans les autres démocraties européennes, où, pour être adopté, un texte doit obligatoirement faire l'objet d'un vote favorable au Parlement. Pour comprendre pourquoi notre constitution confère autant de pouvoir au président de la République, il faut remonter plus de 60 ans en arrière. En 1958, alors que la France s'est enlisée dans la guerre d'Algérie depuis 4 ans, le général de Gaulle est rappelé au pouvoir. Il établit alors une nouvelle constitution dans le but de mettre un terme à l'instabilité gouvernementale de la Ve République et au risque de coup d'État militaire. Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales? Je les ai rétablies. L'objectif de celle-ci est d'inverser le rapport de force entre parlementaires et exécutifs, en donnant un pouvoir très puissant au président de la République. Depuis lors, elle n'a que très peu évolué et semble ne plus être en adéquation avec son temps. La modifier donc pourrait être un premier pas vers une vraie démocratie. Et bien qu'à ce jour, nous sommes loin de cocher toutes les cases d'un État totalitaire, la perte de liberté est un phénomène long et sournois, presque doux, de telle sorte que l'on ne sent pas l'étau qui se resserre. Alors, je vous repose la question, allons-nous basculer vers un État totalitaire ?